Et je suis arrivée à l'âge de 6 ans en France et j'étais la seule noire dans l'école. Je me souviens des fois, aucun enfant n'aimait jouer avec moi en fait. Ma mère me dit c'est comment pour le bac, etc. Moi je demande à ma prof d'anglais, je lui dis mais madame, est-ce que vous pensez que j'aurai le bac? Elle m'a fait moi je pense que toi tu vas aller en rattrapage. Au lieu de stigmatiser, de mettre dans des cases les personnes, je pense qu'on devrait essayer d'appliquer entre guillemets la devise nationale qui est liberté, égalité, fraternité, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Saphir. Bonjour. Bonjour Juliette. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va super bien. Saphir va nous raconter son parcours qui a été semé d'embûches. C'est vrai. C'est vrai. Donc vous aussi, si vous voulez venir partager votre histoire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, TikTok. On a un formulaire à remplir qui est aussi en description sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, donc Instagram, TikTok, Twitch, Spotify, Deezer, etc. Toutes les plateformes de streaming audio. Nous écouter et puis aussi commenter si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on est avec toi. Comment est-ce que toi, tu te présenterais déjà ? Alors déjà, avant de me présenter, je tenais déjà d'abord à remercier Dieu parce que j'ai quand même cette chance-là d'être là et de pouvoir raconter mon histoire. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que le fait de verbaliser, de devoir trouver, des moyens ou des mots sur ce que j'ai pu vivre, ça a dû être assez compliqué pour moi. Mais grâce à Dieu, j'ai pu y réussir. Et je tenais aussi à remercier mes parents, mes frères et sœurs, et aussi mon église qui a été un grand soutien envers moi, aussi mes proches, quelques personnes de mon association aussi avec qui avec qui on a un fort lien. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant mes moments de galère, toutes les personnes qui ont cru en moi. Et je suis aussi reconnaissante envers Dieu puisque Dieu il a permis à ce que je puisse être là aussi. Et aussi merci à vous de m'avoir fait l'honneur d'être invitée sur votre plateau. Et franchement, je voulais d'abord commencer par les remerciements parce que c'est important pour moi d'honorer et d'avoir quand même tu vois, ce sentiment de gratitude en fait. C'est Et super voilà. gentil de penser à tous ceux qui t'entourent, C'est en ça. tout cas. Mhm. Et donc, toi, comment tu te décrirais ? Alors moi, en termes de personnalité, je me décrirais comme étant une personnalité assez atypique. En fait, je suis vraiment à la recherche de qui je suis en ce moment. C'est vrai que depuis des années, on m'a énormément mis dans des cases. Par exemple, je suis personne, on me dit souvent que j'ai le sens du service, mais que je suis quelqu'un de très impulsif. Voilà. Et parfois, ça m'est collé un peu à la peau, mon impulsivité. C'est vrai. Et c'est une chose, en fait, dont j'essaie un peu de me détacher. Euh, Parce que j'ai pas envie que ça soit fait que moi. Et moi-même, en fait, parfois, j'ai l'impression de ne pas assez bien me connaître ou de pas, en fait, savoir qui je suis réellement. C'est pour cela que je suis encore dans cette quête, dans cette construction, en fait, de savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais, pourquoi j'existe et tout. Qu'est-ce qui te donne cette impression de ne pas savoir Parce que, en fait, parfois, j'ai l'impression d'être, on va dire, il y a certaines valeurs que j'ai appris, il y a certaines valeurs qu'on m'a inculquées depuis mon enfance. C'était plus des valeurs qui étaient liées par rapport à l'éducation et aussi par rapport à ma religion, spiritualité, je dirais. Mais arrivé à un certain stade de ma vie, j'ai eu un petit moment je dirais pas d'égarement, mais de remise en question par rapport à ma foi, par rapport à mon identité en tant qu'individu et aussi par rapport à ce que le monde m'entoure. Donc j'ai beaucoup été tentée par d'autres religions, par d'autres foi, donc je vais pas citer tout. Et c'est pour ça que je me suis toujours posé la question mais oui, c'est vrai que je suis comme ça, on m'a élevée à être, moi je suis de base, enfin, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église souvent, mais j'avais l'impression que, voilà, au niveau de mon cœur, j'avais pas d'ancrage en fait par rapport aux valeurs en fait, tu vois, les valeurs de l'amour, du pardon, je sais pas, de la bienveillance. J'étais une personne entre guillemets, je pense pas que j'étais une personne mauvaise, mais je pense que j'avais encore cette immaturité là et j'étais plus dans un aspect où en fait je savais pas comment me définir, je ballottais en fait, j'allais de gauche à droite, tout simple qui est un peu compliqué. Justement, on va revenir du coup sur ta vie. C'est ça.
Quel a été un des premiers souvenirs d'enfance que tu as encore aujourd'hui? Bah, mes premiers souvenirs d'enfance, j'en ai plein, mais après, il y en a certains dont je m'en souviens vaguement parce que je sais pas si c'est enfin, je sais pas, par exemple, par rapport aux événements qui sont passés, il y a tellement de choses, mais moi, j'ai quelques événements liés par rapport à ma scolarité en primaire. Il faut savoir, c'est que moi, en fait, je suis, allemande de base, donc allemande, donc je suis née en Allemagne et je suis arrivée à l'âge de 6 ans en France avec mes parents et ma famille et je me souviens d'être allée dans une école qui s'appelait, Louis Pasteur. C'était à Hermont, une ville dans le Val d'Oise et j'étais la seule noire dans l'école en question dans la classe. Donc avec les camarades, des fois ça allait, des fois ça allait pas. Il y a des moments même je me sentais pas en fait légitime parce que aucun je me souviens des fois, aucun enfant n'aimait jouer avec moi en fait. Donc moi je m'attachais plus aussi à certains animateurs parce que je me sentais un peu délaissée. Est-ce que tu Et avais l'impression que c'était parce que du coup tu étais enfin pas différente, mais est-ce que tu avais l'impression que c'était à cause de ta couleur de peau? moi je pense qu'il y a ça aussi parce que c'est vrai que avec du recul, il y a énormément de parallélisme entre mon histoire et beaucoup d'histoires que je vois des fois sur les réseaux sociaux par rapport à certaines jeunes filles noires qui ont grandi dans des villes où elles étaient les seules noires dans les écoles et tout. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il y a le côté aussi différence aussi multiculturelle qui s'impose et c'est aussi, bah, nouveau pour moi. C'est-à-dire que le système scolaire en France, il est nouveau et en même temps, à cet âge-là, on a besoin de sociabilisation, on a besoin d'être, proche on a besoin d'être proche, en fait, des autres enfants pour se sentir exister, aimé et moi, c'est vrai que, voilà, j'avais besoin, en fait, j'avais des problèmes à me faire des amis. Donc pour ma part, c'était quand même grave. Et je me sentais vraiment pas bien, tu vois? Mais, parallèlement à ça, j'ai aussi eu, comme on dit, une enfance un peu, je dirais pas malheureuse, mais une enfance aussi, voilà, une enfance, qui n'a enfin, une enfance aussi quasi normale parce que, des fois, quand je voyais les films, qu'on regardait à l'époque, surtout les séries sur Disney Channel et tout, moi, je voulais être comme les héroïnes qu'on voyait à l'époque, en fait. Donc en gros, il y a ça un peu. J'ai un peu cette nostalgie liée à l'enfance, mais en y repensant, je me dis c'est quand même, ça a quand même été hard un peu pour moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces séries que toi tu n'avais pas dans ta vie? Bah déjà, le fait d'avoir un grand logement parce qu'il faut savoir c'est que moi, bah, moi et ma famille quand on est arrivés, on était dans un logement un peu plus petit, donc c'était très compliqué pour nous, on était à 7 et 7? ouais, on était à 7 dans je pense que c'était je pense un T2 je crois, 7 2 chambres et tout, donc c'est ça. Et moi, je me souviens, oui, il y a une chose qui vient de m'arriver en esprit, c'est que, bah, il y avait un jour, il y avait une fille qui voulait organiser son anniversaire, c'était une de mes amies et eux, ils avaient un pavillon, donc elle faisait des cartes d'anniversaire. À l'époque, les cartes d'anniversaire, c'était the truc et moi, en fait, parfois, je voulais ça me faisait mal parce que je me disais: «Moi aussi, j'ai envie d'inviter des amis qui puissent venir fêter mon anniversaire chez moi». Sauf que comme en fait, chez moi, c'était petit et que ma mère me dit: «Bah non, on va les mettre où? On va les inviter où?» Bah, c'est ça qui m'a un peu frustrée, quoi. Du coup, vous étiez 7, c'est, tes parents et vous êtes 5 enfants, c'est C'est ça? ça, oui. Mmh. Donc ça fait pas beaucoup de place pour en plus C'est avoir ça, ça d'autres, fait pas beaucoup de place et c'est ça aussi et par rapport, pour rebondir sur ce que tu disais sur qu'est-ce que j'aimais chez ces héroïnes, c'est vraiment le côté superstar. Donc moi, j'étais vraiment en mode, «Oh là là, je veux devenir une superstar comme elle, je veux» en fait, je me voyais trop. C'était pas de je pense pas que ça soit de l'idolâtrie, mais c'était une sorte de refuge, un peu de fantaisie. Quand tu regardes une personne que toi tu admires, tu te dis: «Waouh, t'aimerais être comme elle» et tu te projettes à travers son personnage, en fait. et surtout que si tu dis que tu avais des difficultés un peu à l'école, C'est ça. dans les séries en général, elles ont toujours, des amis, toujours là et tout ça, donc il y C'est avait bien ça ça. aussi, je pense. Mmh. Et justement, comment tu as vécu le déménagement, de l'Allemagne à la France? Bah, moi, j'étais petite, j'avais 6 ans, donc j'avais pas encore trop eu de choc, en fait. Après, c'est vrai que, bon, de ce que ma mère, elle me disait, moi, je parlais enfin, j'étais en maternelle, donc là-bas, ça s'appelle Kindergarten et je suis arrivée en France en CP directement et jusqu'à présent, pour parler allemand, je sais pas parler allemand. Je sais pas pourquoi, mais l'allemand, ça ne fonctionne pas dans mon cerveau. J'ai beau essayer de parler allemand, mais ça ne fonctionne pas. Désolée, mais désolée pour ceux qui sont allemands, mais je n'arrive vraiment pas à parler allemand, tu vois? Mais j'ai toujours gardé, ben, cette identité allemande parce que je suis née là-bas et arrivée en France, en vrai, ça m'a pas trop choquée puisque
on a à part la hormis la langue et un peu la mentalité, directement, je pense qu'à cet âge-là, tu te fais directement. C'est plus dur à partir d'un certain âge avancé de se s'intégrer dans un autre pays avec avec une autre façon de penser du pays en question que lorsque en fait t'es qu'un enfant en fait. Donc moi directement, j'ai été en CP, j'ai fait mes écoles là-bas. Et en même temps, j'ai été accompagnée par une dame qui s'appelle Carole, dont je me souviendrai tout le temps, parce que c'est elle qui nous a donné les premiers cours de français. Enfin, c'est elle qui nous aidait un peu, entre guillemets, en français. Je me souvenais aussi d'un truc, c'est que moi, j'étais forte en français, bizarrement. Les matières scientifiques, mathématiques, tout, j'arrivais pas. Les chiffres et les lettres, enfin, c'était compliqué. Mais moi, le français, m'en sortais un peu mieux. Tout ce qui est dictée, orthographe, vocabulaire, grammaire, j'avais plus de facilité, plus d'aisance. Et c'est qu'avec le français ou avec d'autres langues aussi, tu plus de Bah, avec facilité? l'anglais aussi, l'espagnol moins. L'espagnol, c'est vraiment mid. On est vraiment dans le mid. Et l'anglais, ça va. Après, l'anglais, c'est vrai que c'est plus oral que moi. Oral Oui. et écrit, je peux lire, je peux comprendre. Mais écrire, des fois, ça peut être compliqué pour moi. Mais oral, si je prends vraiment le temps de bien écouter la personne parler, ça peut être bien. Est-ce que, vous avez déménagé combien de fois quand tu étais petite? Alors, au total, on a déménagé l'Allemagne, on a fait de l'Allemagne jusqu'à la France. Après, on a fait de la France jusqu'à Belgique. Après, on a fait après, on est revenu en France. Et après, de France, on est parti d'une ville en ville. OK. On a fait plus de, allez, 5 déménagements, si je crois, si je le compte bien. Et c'était pas un peu dur, tous ces déménagements? Oui, c'était quand même compliqué. C'était quand même dur parce que c'est toujours, tu dois toujours être. T'adoptes, entre guillemets, sans le vouloir, un style un peu nomade. Un style où tu dois toujours enfin, voilà, changer d'environnement. Et parfois, ça peut être très brusquant parce que lorsque t'as un environnement qui est fixe, qui est repère, le changer du jour au lendemain, ça peut être quand même un petit choc. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué, mais sinon, hormis cela, ça a aussi été, je pense, une grande force pour ma part. Parce qu'au moins, ça m'a préparé à être autonome, en fait. Et aussi à me dire que dans la vie, il faut être prêt aussi, des fois, à faire des concessions et à bouger. Pourquoi est-ce que vous déménagiez autant? C'est parce qu'en fait, déjà le premier déménagement, c'était parce que, comme mon père était ici en France, donc nous, on était en Allemagne, c'était pour, se nous rapprocher de lui. Le second déménagement, c'était par rapport à mon petit frère, puisque en fait, mon petit frère, il devait être mis dans un internat en Belgique. Et comme ici en France, c'était compliqué et toutes les places, on a décidé d'aller là-bas pour se rapprocher de lui. Après, on est revenu parce qu'en fait, en finale, la Belgique, c'était aussi un autre compliqué parce que faut savoir une chose, c'est qu'en Belgique, il y a trois communautés, entre guillemets, linguistiques qui règnent. Et c'est trois régions, entre guillemets, qui sont un peu semi-autonomes. Donc, nous, on était en Flandre. Donc, en Flandre, il faut savoir parler néerlandais. Tu sais bien, c'est pas une langue facile. Donc, tu vois, c'est compliqué tout ça, c'est toutes ces adaptations. Donc, on est revenu en France parce qu'au final, Ou c'est la plus France, simple? c'est plus simple, ouais, c'est plus simple, même si c'est pas facile comme pays pour y vivre. Parce que le système, il est assez compliqué. Mais sinon, voilà, on a toujours été habitué à la France, en fait. Et comment parce qu'à chaque fois, du coup, tu changeais d'école, est-ce que tu sentais que, du coup, est-ce que c'est les déménagements qui te faisaient sentir un peu différente? Je pense qu'il y a une part de déménagement, il y a aussi une part aussi de ma personnalité aussi, parce que j'étais une personne, comme j'ai expliqué, bah, dès ma naissance, on m'a toujours dit que j'étais un enfant un peu mis à part, un enfant un peu incomprise, parce que j'aimais plus les choses de Dieu, entre guillemets. Et c'est vrai que pour d'autres enfants, ça a dû être quand même compliqué, tu vois. J'ai, par exemple, je sais pas si tu vas revenir là-dessus, mais j'avais en CE1, je me souviens, on m'avait écrit dans mon carnet, je ne t'aime pas Saphir, ça m'avait choqué. Pourquoi c'est en CM1, c'est ça? C'est en CE1, je crois. CE1? Ouais, Pourquoi est-ce qu'on t'écrivait ça? aucune idée. Je pense que la personne, je sais pas, on était des enfants, mais tu vois, c'est quand même violent de se dire que dès le CE1, t'as 7 ans, 8 ans, on prend un cahier, on te dit je ne t'aime pas, on te l'écrit, et toi, tu regardes ça. Moi, ce jour, je me souviens, j'avais pleuré. Ça fait partie des seuls trucs où vraiment, je me suis dit, ça va être compliqué. Et voilà, et j'avais aussi de l'harcèlement un peu. J'avais certaines filles qui étaient des pestes avec moi.
Donc elles arrêtaient pas de me se moquer de moi et cetera, de comment je m'habille et tout. Donc ça, j'ai commencé vraiment dès CP, CE1, CM2 encore, ça s'est calmé. Mais ouais, le harcèlement, pour ma part, ça a vraiment commencé à ce moment-là, quoi. Et ça s'est pas amélioré quand tu changeais d'école? Non, non, ça s'est pas amélioré puisque, bah, même quand j'étais en Belgique, parce que moi j'ai fait ma secondaire en Belgique, bah, pareil, j'étais aussi harcelée, mais j'avais 13 ans. Et à ce moment-là, c'était vraiment toute une classe, quoi. Vraiment, c'était vraiment toute une classe. Et ceux qui m'harcelaient le plus, c'était les garçons, tu vois. Ils étaient vraiment, ben, entre guillemets, «chiants» sur moi. Et moi, en fait, je comprenais pas. Je me suis dit: «Peut-être c'est parce que je suis française», parce que non, en fait, moi, à l'époque là en question, ben, avec ma sœur, ma grande sœur, on étudiait à Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est aussi un autre système. D'éducation. C'est aussi une région, c'est aussi, enfin, Bruxelles, ils ont leur propre, bah, région qu'ils contrôlent et tout dans tout ce qui est éducation et cetera. OK, c'est pas comme en France où genre partout c'est pareil. Non, ouais, c'est ça. En fait, chaque région est un peu autonome, que ce soit la Flandre a sa propre, gouvernance, la Wallonie aussi, bon, là où la partie française et Bruxelles qui est un peu la partie un peu multilingue, quoi. OK. Donc c'est ça et ouais, donc j'ai pareil, heu, harcèlement sur harcèlement et moi à 13 ans, bah, tu connais, je voulais quand même, enfin être socialement acceptée, tu vois? Donc parfois il m'arrivait de moments où je pleurais, je rentrais dans les toilettes, de l'école où j'étais, je pleurais, je me disais: «Mais pourquoi les gens m'aiment pas?» Et c'est à ce moment-là que, bah, j'avais des pensées suicidaires, j'avais des pensées de rejet. C'était quand même, très compliqué pour ma part cette période-là. Excuse-moi. Est-ce que dans cette période-là, tu en parlais à ta famille? Est-ce que tu arrivais quand même à avoir un petit cocon protecteur autour de toi via ta famille? En fait, j'arrivais pas à verbaliser. Moi, j'ai du mal à verbaliser parfois mes émotions. C'est-à-dire que des fois, je gardais tout en moi et je le faisais ressortir dans l'impulsivité. Exemple, quand j'avais l'impression que lorsque je disais à ma famille que oui, je me faisais harceler, ils allaient écouter, mais après, ils allaient s'en foutre. Et moi, c'est un truc qui m'énervait trop. Parce que je me disais, mais attendez, mais je me fais harceler en fait, qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est une chose que, ça m'a pas loupé. J'avais l'impression, en fait, de ne pas être entendue et surtout moi, j'ai toujours eu des profs qui m'ont toujours parfois, qui m'ont jamais cru, qui m'ont toujours, voilà, eu une mauvaise image sur moi, et cette image qu'ils avaient de moi, ça m'a tellement touchée que ça a quand même, entre guillemets, bah, brisé un peu certains de mes rêves que je voulais faire, tu vois? Lesquels, par exemple? Bah, moi, je voulais intégrer Sciences Po en 2019. Il faut savoir que moi, j'ai eu mon bac en 2019. Bah, moi, je voulais intégrer Sciences Po voilà, pour faire des études de sciences politiques, en même temps aussi pour pouvoir, bah, voilà, faire des grandes études. Sciences Po, ça a toujours été, pour moi, le Graal, en fait. Parce que quand tu es une personne qui est issue de quartier enfin, d'un quartier populaire ou que tu viens d'une classe populaire, les études, c'est, un peu une sorte de levier, de frein, en fait, pour te permettre déjà de créer un réseau et aussi en même temps aussi pour pouvoir, t'éduquer et que tu vois, de pouvoir vraiment, bah, te sortir un peu de là où tu viens. Et moi, j'ai toujours voulu Sciences Po parce que Sciences Po, c'est pour moi, c'était l'école de l'élite. J'imaginais déjà tiens à Sciences Po et moi, un jour, j'avais demandé à mon prof d'histoire, je lui ai dit: «Bah, en plus, j'étais en terminale» parce que moi, j'ai fait un bac L. Je lui ai dit: «Est-ce que, vous pensez que je pourrais, aller à Sciences Po?» Il m'a dit: «Avec ta moyenne, non». Pourquoi tu combien de moyenne? J'avais 9 de moyenne. C'est vrai que ma moyenne n'était pas, complètement, exponentielle, donc j'avais une moyenne qui était très moyenne. Cependant, le fait qu'il m'ait dit cette phrase-là, ça m'a découragée. Donc directement, moi, je suis partie avec des pensées, de limitantes, avec des pensées qui me disaient: «Bah non, en fait, finalement, c'est pas la peine, t'inscris pas à Sciences Po, ne passe pas le concours, tu vas pas réussir». Ouais, du coup, ça t'a dégradé, enfin, tu te dégradais un peu par rapport à ce C'est qu'il t'a ça. dit? Donc ça a été un peu compliqué au niveau de la scolarité La en gros? scolarité, ça a été très compliqué pour moi. Depuis le CP, en fait, j'ai toujours été, prise à partie soit par des professeurs, soit par des élèves et tout, ou soit des fois c'est moi-même aussi qui des fois ne me donnais pas à fond parce que je me disais: «Allez, je suis là, je fais que le strict minimum» et ou des fois lorsque je me battais, bah, je voyais que c'était pas facile, bah, je lâchais prise, en fait. Je lâchais prise et je voulais pas. Donc c'est ces 3 événements qui font que parfois, bah, c'était très, très compliqué pour moi de pouvoir, bah, rebondir et aller de l'avant. C'est vraiment arrivé à la fac, bon, que j'ai vraiment voulu prendre ma vie en main, me dire: «Non, cette affaire-là, cette fois-ci, c'est bon, quoi. Tu vas aller à la fac, tu vas faire tes études et tu vas rencontrer de belles personnes, tu vas pouvoir t'aérer un peu, te sortir de ta zone de confort et vas-y, va, en fait, le monde est pour toi aussi», tu vois?
n'aie pas peur. Ouais, tu eu le déclic, en fait. Le déclic. En plus, moi, le pire, c'est que bah, je me dis, c'est un mal pour un bien, tu vois. Quand je dis chaque parcours est tracé, chaque parcours, même s'il y a il y a un refus, dans un autre truc, il peut quand même avoir bah, une petite porte qui va s'ouvrir. Et ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, un jour, j'étais partie avec une de mes meilleures potes. On est parti au salon de l'étudiant par rapport aux futures écoles et tout. Et je suis tombée sur une classe, entre guillemets, c'est pas une classe prépa, mais c'est plus une classe passerelle. Ça s'appelle le DU Paréo, que j'ai intégré en 2019-2020. Et c'est une petite classe qui te permet en fait de pouvoir revoir tes socles communs. Socle commun, c'est économie, communication, gestion, tout ça, pour pouvoir après mieux t'orienter vers les filières que tu attends. Et moi, je connaissais pas. En plus, à ce moment-là, bon, quand je parlais avec ma prof de français, ma prof principale, elle me disait: «Ah ben non, études de lettres, je sais pas si ça va te convenir», parce que en fait, c'est toujours des «je sais pas», «non, moi je pense pas». Et quand je lui ai expliqué que: «Écoutez madame, j'ai trouvé cette formation-là, hop, ça a été créé pour ça». En fait, il faut savoir, c'est que cette formation a été créée parce qu'en 2019 aussi, il y avait des problèmes avec Parcoursup. Il n'y avait pas Mmh. assez d'étudiants, il n'y avait pas assez, entre guillemets, de formation par rapport aux étudiants qui ont demandé. Donc, ils ont créé des formations un peu alternatives pour permettre, on va dire, à certains étudiants de pouvoir, pour l'année, avoir quelque chose. Donc, moi, j'ai présenté ça à ma professeure principale, qui me suivait aussi pour mon après bac. Elle m'a dit: «Bah ouais, je pense que c'est mieux pour toi». J'ai fait: «Ok, bah moi aussi, c'est mieux pour moi». Donc, on est parti sur ça. Et en vrai, j'ai pas du tout regretté. Ouais, ça t'a permis de consolider toutes tes bases, en fait, C'est ça. d'apprentissage. Et en plus de ça, je me dis, moi, j'étais vraiment dans un bon cadre parce que c'était dans le 6e arrondissement, c'était à Paris. Et moi, ça peut paraître bête, hein, mais j'habite un peu dans la banlieue sud de Paris. Mais moi, pour monter sur Paris, c'était pas tout. J'allais pas, c'est rare que j'allais sur Paris dans les beaux quartiers et tout. J'étais plus Paris, côté populaire, au côté, voilà, au côté gare, en fait, de transit. C'est un peu comme Gare du Nord et tout. Juste pour pouvoir, on va dire, faire. Mais j'étais pas là vraiment en tant que touriste ou pour vraiment découvrir la beauté de notre ville, parce que Paris, c'est l'une des villes les plus magnifiques au monde, tu vois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et malgré tout ça. Donc, pour ma part, ça a été une expérience enrichissante de fou parce que j'ai rencontré des belles personnes avec qui maintenant certaines je suis en contact encore jusqu'avec elles. Et je me suis dit, j'étais dans un bon cadre, Saint-Germain-des-Prés. Puis c'était avant le Covid, mon Dieu, c'était. Oh, moi, j'ai profité. Et même les formations, oh, je me souviens, on avait des fois des jours imposés en fait par la formation qui nous demandaient d'aller visiter bah, des musées. C'était un peu des trucs un peu. C'était des journées culturelles. Oui, c'est pas mal ça. Et ça, franchement, pour une première, ça va. Tu vois, tu visites des musées qui, en plus, à Paris, il y a énormément de musées. Nous, on n'était pas loin du musée d'Orsay, on n'était pas loin du musée aussi du Louvre. Donc, ça te permet de visiter des musées, de t'amuser. Et en même temps, bah, tu découvres aussi la ville de Paris et ça te fait du bien, en fait. Tu sens un peu ton environnement, tu vois. On va juste revenir un peu, revenir un peu sur ton enfance. Apparemment, il y a une histoire un peu qui t'a marqué par rapport à ton frère en Belgique. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, mon frère, de base, il devait aller à l'internat là-bas. Et nous, on pensait que c'était définitif, sauf que lui, en fait, il est resté que là-bas que quoi, quelques mois. Et ensuite, bah, il est retourné en France. Sachant qu'en France, en fait, à partir de cet âge-là, si je me trompe pas à l'époque, bah, c'était compliqué de prendre en charge un enfant autiste, en fait. Parce que les IME, ce sont des instituts médicaux spécialisés tout pour les enfants qui souffrent d'autisme ou de spectre d'autistique, si je me trompe pas. Bah, c'est compliqué de prendre certains enfants à charge à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'en France, en fait, bah, ils préfèrent parfois envoyer certains jeunes ados ou pré-ados en Belgique dans des écoles vraiment Spécialisé. spécialisées Ok. afin de leur permettre en fait voilà, de mieux grandir, de mieux acquérir des bases, de mieux être suivis par des spécialistes. Ok, donc c'est pour ça que donc c'est parce que ton frère est donc atteint d'autisme. C'est C'est ça, pour ça que vous étiez obligé de déménager. c'est ça. Ok. Et est-ce que toi ça t'a appris quelque chose de grandir donc justement avec cette instabilité du fait qu'ils doivent t'obliger d'aller dans une école spécialisée? Ouais, alors moi, ça m'a vraiment donné la rage de la vie. C'est-à-dire? Dans le sens où je me dis: je ne veux pas, vivre comme ça. Je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas vivre dans la précarité. Et en même temps, ça m'a aussi ouvert des yeux sur énormément de lacunes, énormément de choses qui se passent entre guillemets «dans notre société».
C'est plus par rapport, au regard que la société a envers les personnes qui sont handicapées ou qui souffrent d'un lourd handicap mental. Le traitement aussi de ces personnes-là, administrativement parlant et même socialement parlant, c'est compliqué. La charge mentale de mes parents qui, comme d'habitude, mes parents ont toujours essayé de tout porter sur leur dos, notamment ma mère, mais je pense que ça l'a épuisé énormément. Et nous, les enfants, qui des fois, on devait jouer les enfants-parents, quoi. Donc c'est une chose que, oui, c'est gratifiant parce que oui, parfois, et voilà, ça te bâtit, mais moi, c'est des choses par lesquelles je ne veux pas transmettre à mes enfants, tu vois. Je sais que je pourrais pas être, je serais pas une mère super warrior, non, je serais une mère normale, je vais pas me prendre la tête, mais j'ai pas aussi envie de transmettre à mes enfants comment dire, cette vie de toujours instabilité, cette vie toujours de précarité. Non, de pas de précarité, toujours cette vie de, voilà, t'es toujours obligé d'être sur tes aguets. Enfin, à un moment donné, t'es toujours en mode survivant, survivaliste. C'est pas possible. J'ai grandi avant mon âge, mais je pense pas être. Je veux pas en fait que mon histoire ce soit juste une histoire un peu nombriliste. Parce que je me dis, le but en fait, c'est vraiment que chaque personne qui verra cette histoire que puisse aussi se sentir concernée. Parce qu'il y a énormément de personnes entre guillemets qui sont aussi qui sont issues de l'immigration, des jeunes filles qui font ce rôle-là, tu vois, ce rôle un peu de mère, enfin de mère, de grande sœur, d'écrivaine publique. C'est elles qui font les démarches et elles ont ces épaules-là en fait à supporter. Moi, je vois ma grande sœur, à un moment donné, elle avait fait les 3 rôles. Elle a fait le rôle de la mère, elle a fait le rôle de nous aider, de gérer nos devoirs et en fait, tout ça, j'ai l'impression que le poids, en fait, structurel qui est mis sur les aînés de la famille, c'est un poids parfois qui est quand même compliqué à gérer. Parce qu'en fait, l'aîné ne vit pas pour lui, mais il vit en fait à travers ses frères et sœurs et ça, c'est pas possible, tu vois? Enfin, pour ma part, c'est hard quand même. Oui, c'est sûr que ça enlève une part de son enfance, en C'est ça. Toute ma vie, j'ai toujours dit, il y a 3 choses auxquelles j'ai envie, c'est de rendre Dieu fier, mes parents fiers et mais quand je parle de mes parents, je parle de ma famille proche aussi, mon entourage proche et moi-même, en fait. C'est tout. Donc à part ça, c'est ça, en fait, qui m'a poussée à vraiment me donner à fond. Et justement, est-ce que, en avançant dans tes études, ça t'a permis d'aider ta famille? Oui, d'une certaine manière, parce que je me dis quand même, en fait, j'ai un peu déjoué les pronostics de certaines, professeurs et mauvaises langues, en fait, qui disaient que j'allais pas réussir, qui disaient que j'allais pas aller à la fac, qui disaient que j'allais échouer à la fac. Parce que là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à Dieu encore, grâce à Jésus, je dirais, j'ai eu mon bac+3, licence pro en insertion et en accompagnement, à l'université de Lille, que j'ai eu en 2023 et je viens d'être, diplômée d'un DEGEPS en animation sociale, aussi à Lille. Merci beaucoup. Et c'est dans le domaine du social un peu, donc ça rejoint un peu dans ce que j'ai vécu, en fait et je suis contente parce que je me dis, même si c'est pas des diplômes parce que moi je m'imaginais à être diplômée de Sciences Po, de l'ENA, je me faisais déjà dans ma tête, je me disais: «Oh je vais partir à l'ENA». Non, je sais en fait, moi je voyais déjà la Sorbonne, enfin, j'étais vraiment dans mon délire de Gossip Girl. Ah, elle découvre les grandes écoles, tu vois? Mais mon trajectoire, en soi, il a pas été enfin, il a été différent, mais en vrai, j'ai quand même, entre guillemets, accompli mes objectifs et encore, je pense pas que j'ai fini. Mais vraiment, pour l'instant, je suis fière de moi parce que je me dis quand même, j'ai tenu bon par la grâce de Dieu et c'était pas facile, c'était pas évident du tout. Pour ma part, c'est une fierté, en fait, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que, il y avait autant «d'acharnement» entre guillemets des professeurs sur toi? Parce que tu disais qu'il y en a aucun qui te soutenait et cetera, pourquoi? Mais il y avait certains qui me soutenaient, mais c'était pas, comment dire? C'était ils me soutenaient, oui, mais ils avaient des doutes, tu vois? Moi, je pense que l'acharnement, c'est lié aussi parce que moi aussi, des fois, je foutais un peu la merde. Voilà, faut dire ce qu'il en est. Je foutais un peu la merde, excusez-moi de mon vocabulaire. Mais et en même temps aussi, j'étais très, comment dire? J'étais pas en fait, on se disait pas que: «Ah, elle allait être première de la classe» et cetera. Tu vois? Un peu comme, on peut le transmettre, en fait. Donc c'est ça un peu, je pense, qui les a, un peu, ouais, refroidis sur moi. Mais il y a une phrase qui m'est restée en tête et c'était pendant
C'était pendant le conseil de classe de ma seconde. Il y avait la proviseure en personne qui a dit: «Vous avez de la chance, vous rentrez par une petite porte». Pourquoi elle a dit ça? Parce que je voulais aller en L, c'était soit L, soit STMG. Pour ceux qui connaissent STMG, beaucoup caractérisent cette, filière en étant une filière de SECPA et cetera. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que les gens pensent et c'était soit STMG, ES non pardon, ES c'était mort pour moi parce que les maths, j'avais une faible moyenne et je pense que sciences, j'avais une faible moyenne. ES, c'est un peu les matières un peu généraux. L, c'était plus les matières de langue, c'est-à-dire français, anglais et ce qui est bizarre, c'est qu'en français et en anglais, j'avais pas des moyennes extraordinaires. J'avais pas une moyenne extraordinaire, mais j'avais une moyenne un peu moyenne, mid un peu. Et ça, bah, la proviseure, quand elle a vu ça, elle a dit: «OK, on va vous laisser entrer, mais par une toute petite porte». En gros, j'étais à ça d'aller en STMG. OK, ouais, c'est je te laisse ta chance, mais si tu rates, Ouais, c'est ça. OK. Et pour te faire un tout petit feedback, pareil, collège, dans un collège zone ZEP à Massy, ZUP ou ZEP à l'époque et je voulais aller en général. Mes profs, ils me disent: «Non, commence déjà à voir pro». OK, tu toujours, voulu aller à contresens de ce que les professeurs te disaient, en fait? C'est ça. Parce que peut-être qu'ils ont collé une étiquette sur moi, peut-être que moi aussi, bah, à cause de mon immaturité, peut-être moi aussi, voilà, je me suis collé cette étiquette, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a toujours été, à contresens, tu vois? Oui, parce que du coup, ils voyaient que tu étais pas sérieuse C'est et ça, du coup, ils avaient peur, en fait, que tu n'y arrives pas. c'est ça. Je me suis dit: «Ouais, c'est ça». Donc ils m'ont dit: «Elle est en pro». Ma mère, j'ai fait: «Non». Elle a fait: «Non, j'ai envie d'aller en général». Pareil, j'avais une moyenne un peu, bah, moyenne, mid et finalement, je suis partie en général. Seconde, c'était compliqué, très compliqué. J'avais 9 de moyenne, j'arrivais même pas à monter dans les matières, certaines matières, j'avais du mal comme, les sciences, la physique, SVT, je pense pas qu'il y a au lycée, je sais plus et les maths, c'était catastrophique. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu aller en L après et pareil, arrivé en L, terminale, moi je pose la question parce que c'est le bac, je stressée, c'est le bac, tout le monde en parle. Ma mère me dit: «C'est comment pour le bac?» et cetera. Moi je demande à ma prof d'anglais, je lui dis: «Mais madame, est-ce que vous pensez que je vais avoir le bac?» Elle m'a fait: moi je pense que toi tu vas aller en rattrapage». Super, merci. Voilà donc Super, merci, sympa. voilà, histoire de ma vie, hein, toujours: «Ah non, moi je pense que tu vas aller en rattrapage et tout». Et voilà, mais finalement, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac à 10, je pense 32 ou ouais, je pense 10-32, je l'ai eu mon bac. J'étais très contente et je me souviens ce jour-là, j'avais appelé une de mes tantes qui, personnellement, maintenant, elle est décédée et je lui ai dit: «Ah mais maman, regarde, j'ai eu mon bac et tout, je suis trop contente» et là, pour ma part, c'était le commencement d'une nouvelle vie, en fait. Je me dis: «J'ai mon bac, je vais plus au lycée, j'aurais plus à supporter» mais bon, je savais pas que la vie, de l'autre côté, ça allait me faire un petit, «Coucou, ça va?» Rendez-vous partie 2 quoi. Par rapport aux études supérieures? Oui, c'est ça, par rapport aux études supérieures, par rapport aussi à, bah, ma construction en tant que femme adulte et aussi par rapport aux interactions qu'on a, en fait. Tu vois? Par rapport aux autres. C'est pas du tout la même chose. Tu sais, c'est avec du recul que je réalise que des fois j'ai eu des interactions avec certaines personnes, des fois je me dis: «Mais purée, mais pourquoi je les ai parlé?» Ou peut-être j'ai été très maladroite de les parler, tu vois? Parce que, on n'était pas sur les mêmes codes, tu vois? Et quand vous êtes pas sur les mêmes codes avec d'autres personnes, ça peut littéralement être frustrant de devoir, Ouais, bah, tout lui expliquer tout et tout lui ça. expliquer et tout. Tu vois? Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais la fille gentille, mais une personne pas du tout attractive, surtout envers les garçons, tu vois? Ça, c'est un truc qui m'a énormément, voilà, un peu peiné, c'est que je voyais, certains de mes amis être en couple et tout et moi, je me voyais, bah, moi, aucun garçon s'intéresse à moi ou tu vois? C'est des choses qui Oui, m'ont je connais, j'ai eu le même sentiment, c'est ouais, ça me frustrant, en saoule, fait. c'est frustrant. Ouais. Mais maintenant, franchement, je suis en mode, bah, m'en fous, en fait. Je dis: «OK, tant mieux si vous voulez». Moi, en tout cas, j'apprécie ma tranquillité, mais après, voilà, je suis pas contre une relation, mais j'apprécie, en fait, chaque chose, chaque instant. Je me dis que ça finira par venir et voilà. Ouais, en fait, maintenant tu les moments déjà avec toi-même Ah et oui, juste oui, les oui, moments de la oui, vie, en oui. Ah fait. oui. En fait, j'apprécie trop les moments avec moi-même parce que comme je vis seule. Bah, je me dis: vivre avec quelqu'un ou que avoir quelqu'un, c'est bien, mais parfois, tu vois, tu peux être vite très saoulé, tu vois? Parce que je suis personne aussi des fois, j'ai du mal, enfin, je demande à Dieu vraiment au Saint-Esprit de m'aider à,
à supporter les gens. Parce que j'ai de l'empathie, tu vois? Enfin, je suis une personne, voilà, j'essaie d'avoir de l'empathie, mais pour supporter, c'est vrai que parfois, c'est pas facile pour moi. Et je pense que c'est aussi dû à mes nombreuses blessures que j'ai vécues durant mon enfance. Et c'est pour ça que j'essaie de faire ce travail-là, en fait, en moi. Et d'où mon église qui est là pour m'accompagner aussi. Après, tu vécu dans un appart avec cette personne, je pense que t'as besoin aussi de te retrouver un peu Oui, seule. oui, oui, oui. Mais après, la solitude, c'est pas si bien aussi. Il faut savoir être seul, mais il faut pas être aussi très. Faut pas essayer d'être trop solitaire, tu vois. On a besoin des uns des autres. On a besoin des uns et des autres. Et c'est vrai que être en bonne compagnie avec des belles personnes, c'est comme une plante. Une plante, si tu l'arroses pas tout le temps, elle finira par se faner, tu vois. Bah, c'est pareil avec une personne comme moi. Si je suis pas avec des bonnes personnes qui vont me transmettre de bonnes énergies ou de bonnes ondes, de bons conseils, je peux très bien tomber dans l'aigreur, en fait. C'est pour ça que tu vois énormément de personnes de nos jours qui sont devenues tellement, tellement, tellement aigries. C'est parce que autour, il y a que de la négativité, tu vois. Je suis d'accord, on a tendance aussi à trop se renfermer des autres, C'est alors ça. que, bah, par exemple, là, dans le podcast, on a C'est tellement ça, à ouais, partager ouais, c'est ensemble. ça. Et je pense que c'est aussi dû après, c'est aussi nos sociétés, notre époque dans laquelle on vit, en fait, parce que on vit dans une société où on est passé par tellement de choses. On est passé d'abord par le Covid. Nous, la génération Z, tu vois, on est les bébés Covid, entre guillemets. Enfin, voilà, on est passé par le Covid, enfermement, gestes sanitaires et tout. C'était compliqué. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte, mais ça a joué un grand impact sur notre morale. À dire, on enchaîne avec les guerres, l'inflation. Et franchement, je pense on est à saturation, tu vois. Moi, ce qui me choque, c'est des fois, je scrolle énormément sur TikTok. Quand je vois que certains jeunes n'arrivent plus à, comment dire, à se projeter dans leur vie. Ils pensent que la vie, non, ils savent même pas pourquoi ils existent, ils ont plus envie de rien dans cette vie. Je me dis, c'est quand même hard, tu vois? Que nous, en tant que jeunes, on puisse se dire que, ouais, on a plus rien à faire de cette vie, en fait. C'est sûr que je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font de plus en plus de dépression. C'est ça. Bah, moi, C'est chaud. j'en ai fait, en fait. J'ai pas fait une dépression sévère, mais je pense que j'ai eu un peu droit aussi à une légère dépression. C'était pendant ma période où j'étais en 2022 quand je suis venue sur l'île. Parce que déjà, j'étais éloignée de ma famille. Niveau études, pareil, c'était toujours la galère, toujours des combats. Pareil, on me dit que, enfin voilà, j'étais avec une prof, mais c'était compliqué dès le début de l'année. C'est compliqué avec certains camarades aussi qui étaient très virulents envers moi. Donc moi, maintenant, avec tous ces changements, j'ai fait une mini dépression et tout. Et à ce moment-là, j'avais aucun repère. J'arrive dans une ville, je connais personne. Paris, voilà, la région parisienne, c'était voilà, ma zone de confort. J'arrive, je me dis dans une ville que je connais pas de monde. Enfin, ouais, ça me pèse un peu, tu vois. Du coup, t'as déménagé à Lille, mais toute seule, Toute seule, oui. pour les études. Ouais, Et donc, c'est là où t'as commencé tes études sur ce que t'as été diplômée c'est ça. il y a pas Mm. longtemps. Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le social? On m'a toujours dit que j'avais une fibre de social, en fait. On m'a toujours dit ça. On m'a dit, toi, je te verrais bien travailler dans le social. Moi, je me suis dit, non, au début, moi, je voulais travailler dans la com. La com, j'ai vu que c'était trop technique, il y avait tout le monde. Je me suis dit, non, vas-y, pas la peine, en fait. Je vais essayer de travailler un peu dans le social, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et le social, je respecte énormément les personnes qui travaillent dans le social parce que c'est pas un métier facile, mais c'est tellement gratifiant quand tu rentres chez toi, tu te dis, waouh, j'ai fait une bonne action, moi, pour un humain. Et je l'ai fait de bon cœur, en fait. Et c'est ça, en fait, tu vois, qui m'a donné envie. C'est vraiment le côté aide aussi. C'est ça qui. Il y a des gens qui te félicitent pour ton diplôme sur Ah, Switch. merci! Oh, vous êtes trop génial, merci. Mais moi aussi, j'espère que vous allez avoir votre diplôme. Et surtout, les gars, déchirez tout, n'écoutez pas les gens. Je vous jure, déchirez tout. Si j'ai pu l'avoir par la grâce de Dieu, vous aussi, vous allez l'avoir, vous inquiétez pas. Déchirez tout, les gars. Ça a Ouais. changé ta manière de voir le monde, du coup, Ouais, d'être franchement, diplômée? mon diplôme, ma licence pro, elle m'a pas. Ma licence pro, pas trop. Parce que c'est une licence, voilà, c'est la fac, tu vois, c'est la fac, donc oui. Mais le DEGEPS,
tellement j'étais sur le terrain parce qu'en fait, le DGEP, c'est un diplôme d'État qui permet en fait de nous former en tant que coordinateur social. Donc, ça nous permet d'être à la fois sur le terrain, à la fois aussi dans la pratique un peu bureautique, administrative, par exemple dans la gestion de projet, dans l'élaboration de budget, aussi de création de liens avec les habitants et les partenaires. Donc, il y a énormément ces volets-là, tu vois. Et ce diplôme, ce que j'ai aimé, c'est que comme moi, je travaille dans un centre social, bah, j'ai vraiment pu être en lien avec les habitants, les partenaires, et en même temps, ça m'a aussi ouvert enfin, mon monde, en fait, tu vois. Je me suis fait un autodiagnostic par rapport à l'environnement où je travaillais. Et c'est là que je me suis rendu compte que on a tellement de choses à découvrir, en fait, que parfois, si on se met des barrières, on va pas y arriver. Justement, tu faisais quoi exactement, toi, dans le social? Alors moi, dans mon expérience dans le centre social, alors moi j'étais animatrice, «d'insertion» entre guillemets, c'était mon appellation, mais j'étais une animatrice un peu, polyvalente. Pas une animatrice BAFA, donc BAFA c'est ceux qui s'occupent entre guillemets pendant les vacances scolaires des enfants. Moi c'était vraiment avec les familles, donc j'étais vraiment là en fait pour pouvoir, animer des ateliers, mettre en place on va dire des projets, par exemple des projets de sortie, des projets de vacances, pouvoir aussi, j'ai aussi, donné enfin, j'ai aussi pu, donner quelques cours de français à des primo-arrivants. Donc ça, pour moi, c'était une des meilleures expériences aussi. J'ai un peu fait de la parentalité, donc animation un peu avec les enfants avec la parentalité et tout. J'ai pu rencontrer des partenaires avec qui on a pu tisser des liens, tu vois? Pour pouvoir, mettre en place des projets sur le territoire. Je pense que c'est ça qui est bien. Du coup, t'as touché à plein de trucs différents. C'est ça. Mais, est-ce que tu as une cause qui te tient particulièrement à cœur, genre, je sais pas, le handicap ou l'écologie ou un truc comme ça? Alors moi, j'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur parce que je me dis que je suis une personne, j'essaie en tout cas d'être humaine avant tout, d'accord? Moi, je pars du principe, c'est qu'on peut être, on peut porter un masque, oui, moi je suis religieuse, etc. Mais moi, je pense que pour moi, Dieu, il se vit en étant vrai, sincère et aussi en étant, en adoptant, entre guillemets, des valeurs vraiment humaines. Certes, c'est pas toujours facile pour moi parce que parfois c'est compliqué. Il y a des moments où, oui, j'ai aussi mes penchants, mais je demande à Dieu de m'aider. Alors, pour les valeurs, moi déjà, c'est l'autisme, c'est une des choses qui me touche le plus. Il y a l'autisme, il y a la précarité étudiante notamment, la santé mentale des jeunes, la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. L'écologie, je commence encore un peu à aborder aussi les derniers aspects. Et pour ma part, j'irai aussi la spiritualité, tu vois. Donc, c'est ces choses en fait dans lesquelles j'essaie vraiment de me pas de prôner pour prôner, mais vraiment d'incarner, d'être ancré en ça en fait, tu vois. Oui, ça te De décrit, en l'ancrage, fait. Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est enfin, dans tout ça et c'est encore des chemins très longs. Je veux dire, par exemple, le handicap et tout ça, c'est encore des parcours, tellement longs encore pour se faire C'est reconnaître, vrai, c'est vrai. pour Ouais, avoir une voix, en fait, c'est qu'on vrai. nous écoute, tu C'est vois? vrai. Surtout l'autisme, moi, c'est une maladie enfin, c'est un handicap, pardon, qui me touche énormément parce que je me rends compte qu'il y a énormément de parents qui ont des enfants autistes et qui, malheureusement, sont un peu délaissés par l'État, en fait. Et énormément de personnes de personnes ont des jugements sur eux. Et je sais que ça peut être très dur en tant que parent, d'être parent d'un enfant ou d'un adulte aussi, ça peut être très, très compliqué. Donc ça, l'autisme, c'est une chose qui me touche énormément, vu par rapport à mon frère aussi. Hem, j'explique tout ou je Oui, vas-y, tu peux. par rapport, je disais par rapport à l'antiracisme, là, je suis dans une association maintenant qui s'appelle, SOS Racisme Lille et bon, pour tous ceux qui veulent aussi, adhérer, n'hésitez pas, vous pouvez et en fait, on mène, des fois des actions, en fait, antiracistes sur le territoire du Nord et c'est vrai que c'est une chose, qui au début, ça me parlait pas trop, mais ensuite, quand moi-même, je me suis rendu compte que j'ai subi ce racisme intériorisé, je me suis dit: «Non, va falloir vraiment qu'on essaye d'être sur le fond, en fait, sur l'action». Donc voilà. Il y a Juste désolée, c'est Vas-y. quoi tes actions, du coup, antiracisme? Alors, on fait des actions de sensibilisation, on part dans des écoles, expliquer en fait c'est quoi le racisme à des enfants ou à des jeunes adolescents, des collégiens. Parfois, on tient des stands lors de certains événements. On participe à des colloques tant qu'on peut. On participe beaucoup à des mobilisations. Par exemple, le mois dernier, on avait une mobilisation
pour le crime, raciste d'un homme qui s'appelle monsieur, Jamel Benjibala, qui avait été assassiné, devant sa fille de 10 ans par un ancien policier nazi. Waouh! Il a été assassiné plus de 3 fois en voiture. Enfin, en gros, le monsieur, il a roulé plus de Ah 3 oui, c'était fois. volontaire, quoi. C'était volontaire et maintenant, bah, la justice, elle refuse de reconnaître ça comme un crime raciste. Elle dit que c'est plutôt un crime passionnel parce que le monsieur, en fait, Jamel Benjibala était en couple avec l'ancienne compagne du monsieur qui l'a tué. Oh. Donc nous, là, en SOS, on essaie de se mobiliser pour ça. Aujourd'hui, on a une mobilisation aussi, bah, dans une ville pas loin du Pas-de-Calais, parce qu'on a eu une pancarte qui avait été écrite que ben, ce parc était réservé aux chiens, mais pas aux Arabes. Voilà, donc on en est là en France. Ouais. C'est franchement, quand je vois ce genre de truc, je me dis: «Mais on est en 2025, on est Non, censé mais avoir c'est va être avancé, ouais, on en est là en France et surtout que bah, moi, c'est des choses que je porte vraiment, mais je fais quand même attention parce qu'on me dit, enfin, voilà, on peut tomber sur des détracteurs et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont, ouais, c'est très organisé. J'avais dit quoi encore comme association que je défendais? Le team, l'antiracisme, j'avais dit quoi? Tu parlé du coup de tu commençais à te mettre sur l'écologie? L'écologie, voilà, l'écologie parce que bah, comme je travaille un peu dans le domaine de l'écologie, c'est important pour moi. Et même si c'est vrai que l'écologie, c'est un autre aspect que je peux pas développer comme ça parce que en fait, je me rends compte que on demande énormément de faire à des personnes modestes de faire des efforts écologiques, ce qui est bien. Cependant, des fois, c'est pas évident, tu vois? Et j'avais aussi oublié de te dire que j'ai énormément aussi de combats. Enfin, ça, c'est pas un combat que je porte avec une association, mais c'est plus en ancrage, c'est par rapport à tous les pays qui sont victimes de guerre en ce moment. Faut savoir que moi, je suis congolaise d'origine, congolaise de Kinshasa et depuis 1994, on a un génocide qui se trouve à l'est du Congo, enfin qui se trouve à l'est du Congo malheureusement, qui a décimé plus de millions de Congolais, en fait, sont morts. Voilà. Et c'est une chose qui me touche énormément parce que je me dis, bah, en tant que Congolaise et aussi en tant qu'afro-descendante, c'est quand même, dur de voir en fait, bah, certains de mes compatriotes qui peuvent être, bah, tu vois, si c'est pas des inconnus, tu vois? De se mourir comme ça, sachant qu'ils meurent dans des conditions atroces. Tu as certains enfants qui meurent dans des mines, tu as certaines mamans qui sont, je vais pas dire les noms parce que ça risque d'être compliqué, mais je pense que s'il y a des personnes qui veulent, voir, il y a énormément de documentaires, qui expliquent la situation à l'est du Congo, sur YouTube, vous regarder. Et oui, par rapport aussi aux autres guerres qui se passent en ce moment, quoi, je pense que beaucoup de personnes savent, mais il y a énormément de pays qui sont en guerre et c'est vrai que, ben, j'essaie vraiment de m'informer du mieux que je peux et de relayer aussi quelques informations du mieux que je peux. J'essaie vraiment d'apporter un équilibre parce que c'est vrai qu'on lorsqu'on a une forte, position entre guillemets, politique, on peut vite entre guillemets se faire, détester ou être, subir de mauvaise foi, de mauvaises interprétations. Mais moi je pense que ce qu'il faudrait remettre en place, c'est l'humanité, tu vois? L'humanité, c'est une chose, l'humanisme, c'est une chose auquel il faut vraiment remettre en place. Il faudrait pas avoir peur ni avoir honte de prôner qui on est réellement. Je suis d'accord avec toi, je pense Un peu. qu'on manque un peu en fait, c'est trop, budget, c'est trop financier en ce C'est moment. ça, c'est surtout c'est très binaire. C'est à la fois c'est en fait, c'est rouge, non, c'est noir et blanc. C'est Alors que ça. non, moi j'ai toujours dit dans la vie, il y a une nuancé de gris, tu vois? On peut pas dire: «Ah non», sur certaines positions, oui, il faut avoir des positions fermes, je comprends. Mais par rapport à la société actuelle, je vois il y a énormément de personnes qui banalisent, certains actes, en fait et c'est des choses qui, moi, qui correspondent pas à mes valeurs. Je C'est suis tout. d'accord avec toi. Alors on a un commentaire qui dit: «On fait porter les efforts sur l'écologie aux personnes faibles, à faible revenu, pendant que les riches, détruisent la planète à grande échelle». Alors justement sur ça, je suis vraiment d'accord. Justement, j'avais un Voilà. débat il y a pas longtemps, bah, cette semaine, où je disais que, en fait, on demande aux classes populaires ou même aux pauvres de faire des efforts, alors que derrière, il y a les plus riches qui font des allers-retours en avion, qui font des grands dîners à je sais pas combien de tables avec de la nourriture qui est genre rare dans l'océan et tout ça. Et derrière, on nous engueule, nous, si on dépense, je sais pas, trop de papier toilette ou un truc comme ça, tu vois? C'est pour ça que je me dis, il y a une hypocrisie collective et je pense que de plus en plus de personnes sont réveillées. De plus en plus de personnes sont réveillées, ça je pense que c'est important et moi après,
Je pense que l'écologie, j'ai toujours dit l'écologie, pour moi, c'est quelque chose de bien, mais notre société a tellement été manufacturée que c'est compliqué de revenir à l'ancienne mode, en fait. On a tellement manufacturé et les aliments et tout notre vie, notre moyen de consommation, on a tellement manufacturé cela que c'est compliqué de dire à une personne qui est issue des classes populaires qui doit déjà se serrer la ceinture d'adopter des moyens plus écologiques. Parce que lorsque tu parles d'adopter des moyens plus écologiques, c'est euh, consommer moins d'électricité. Bon, ce qui est OK. Euh, Acheter des choses un peu plus, entre guillemets, issues de l'agriculture biologique. On sait que ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs et l'État et le produit, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des choses qui sont, entre guillemets, assez abordables parce que ça devient des fois des marques. Ça devient des fois des marques que j'appelle de gentrification. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à cela. Je suis d'accord avec toi, mais justement, il y a pas longtemps, j'ai fait un voyage dans un pays, bah, du coup, au Maroc et j'étais donc à Marrakech et tu vois clairement, la pauvreté à l'état pur, tu vois? Et ce qui m'a choquée, c'est qu'en fait, là-bas, tout est fait manuellement. Il y a pas, ils fabriquent tout eux-mêmes, les chaussures et tout ça et j'étais avec quelqu'un qui disait: «Ouais, dans quelques années, ça sera comme en Europe et ça sera, fait en usine». Et du coup, je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'on veut, appliquer un modèle en Europe qui fonctionne pas forcément bien, parce que du coup ça détruit la planète, à un pays qui du coup, a ses propres règles?» Pourquoi est-ce qu'on veut pousser d'autres sociétés à adopter, ce que nos règles à nous, alors qu'on va pas se le cacher, on n'est pas plus heureux qu'eux et ça fonctionne pas Ouais. forcément mieux, tu vois? Il y a quelqu'un un autre commentaire qui dit, «Merci de parler de ce qui se passe au Congo, car malheureusement c'est trop peu médiatisé». Bah oui, bah moi je me suis toujours dit en tant que Congolaise d'origine, pour ma part, le Congo, pour moi, c'est pas qu'une question de stéréotypes de danse, de musique, parce que c'est vrai que nous, les Congolais, on a une forte culture musicale, une forte culture culturelle qui est très identitaire. Mais pour ma part, c'est savoir mieux que ça, c'est plus comprendre, connaître son histoire, parce qu'on a une histoire qui est assez, comment dire, complexe, certes, mais on a quand même, c'est une histoire qui est riche en fait. Et quand tu regardes bien dans le monde, il y a énormément de similitudes avec d'autres peuples en fait, qui entre guillemets sont de près ou de loin liés, on va dire, à ce qui se passe au Congo. Donc oui, pour ma part, c'est important d'en parler, c'est important de t'en parler, de dénoncer ça et de soutenir, en fait. Même si je sais que beaucoup de gens peuvent dire: «Oui, mais non, mais vous faites quoi pour le Congo?» Non, rien que le fait d'en parler, rien que le fait de dire que oui, moi j'aime le Congo, pas que pour la danse, pas que pour la musique, mais aussi par rapport à ce qui se passe, en fait, et que ça m'énerve, bah, c'est déjà une sorte de grand pas, en fait. De toute façon, chacun fait son pas à sa manière. À Enfin, sa manière, c'est on fait ça. ce qu'on peut, en fait. Voilà. Mais, ça serait quoi, toi, le message que tu voudrais vraiment faire passer? Dans tout ça, dans ce que je viens de dire, Ouais. moi, franchement, le message que j'aimerais faire passer, bah, moi, c'est plus au champ de ma génération, c'est vraiment devenons humains. Je sais qu'être humain maintenant, c'est de nos jours, c'est devenu très compliqué et continuons vraiment à garder nos valeurs parce que de plus en plus, on va arriver dans une société où le bien sera de plus en plus, bah, être décrié, il sera de plus en plus persécuté et le mal sera de plus en plus acclamé, comme c'est écrit dans la Bible. Mais faut pas que nous laissons faire, en fait, tout simplement et surtout transmettons de bonnes valeurs à nos futurs enfants et n'ayons pas honte de qui on est, quoi. On n'a qu'une seule vie, on va pas commencer à se mettre je sais pas, des masques. Non, on est comme ça, on est comme ça. Voilà. Avec nos qualités comme avec nos défauts. Mais on s'accepte et on essaye de rebondir pour devenir meilleur. On voit vraiment que, du coup, toi, tu es fière de ton parcours. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de ton parcours? Bah, moi, je retiens déjà que le Seigneur a été avec moi dans tout ça. Et même si mon parcours, voilà, j'ai pas directement eu, enfin là, même si j'ai fini, j'ai pas directement un CDI ou un truc comme ça. Enfin, je suis encore voilà, en searching. Mais je me dis, ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir et je suis fière de moi parce que même le fait de parler, aller dans des podcasts, expliquer ma vie comme ça, parler de moi-même sans pourtant avoir honte, c'est déjà une forte progression. Parce que j'ai été une personne qui était, pour ma part, je ne me pensais pas si éloquente que ça. Donc c'est très bien pour ma part. Et moi, ce que je peux dire vraiment comme conseil, c'est ouais, accrochons-nous à Dieu, quoi. Accrochons-nous à Dieu et même si les gens autour de nous ne croient pas en nous, bah, Dieu lui croit en nous, en fait. Et voilà, c'est tout.
Et juste une dernière question, on a beaucoup parlé du coup du fait que la société est beaucoup en retard sur plein de choses, le racisme, le handicap et tout ça. Est-ce que, on va dire, pour dans 10 ans, est-ce que tu penses que ça sera mieux qu'aujourd'hui? Alors, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Est-ce que tu as un peu J'aurais bien d'optimisme? aimé. Alors moi, enfin, je suis quelqu'un de très fataliste, pardon, par rapport à notre monde, mais je reste quand même optimiste en me disant que on finira toujours par rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que nous, mais je pense que sociétalement, c'est un peu compliqué. Foutu, je pense que non, c'est un mot qui est très, très dur, mais je pense que la manière dont les choses vont, c'est vraiment pas du tout, good, en fait. Il faudrait qu'on se reprenne en fait. Voilà, faudrait qu'on se reprenne, mais n'oublions pas une chose, c'est que nous aussi, on a notre part à faire, mais les personnes qui sont, haut placées ont aussi leur part à faire, c'est tout. Et justement, les personnes haut placées, c'est normalement le peuple qui les choisit. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a pas un échec là-dedans? Alors moi, je pars du principe, c'est que ouais, c'est une question qui est un peu piège parce que je sais moi, je vais pas, comment dire? Chacun a sa liberté de choisir. La liberté de choisir qui veut voter, qui veut mettre haut placé. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est vrai que, à cause de certains choix, bah, on est là, en fait, malheureusement et je pense pas que ça va aller de mal en je pense aller de mal en pis et je pense que le plus important, c'est vraiment qu'on puisse s'unir et ne pas, commencer à se diviser pour des broutilles alors que, voilà, on s'en fout. Moi, par exemple, je me sens malgré tout ce que les gens peuvent dire et je m'en fous complètement, mais moi, je me sens fière d'être française, tu vois? Voilà, je me sens fière d'être française. J'espère en tout cas avoir ma naturalisation, mais je suis fière d'être française. J'aime la France. Tu vois, moi, quand je parle d'autres pays, je parle français. J'aime la culture française, j'aime écouter du Jacques Brel, j'aime écouter de la variété française et j'aime l'opéra, enfin, j'aime énormément la culture. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on au lieu de stigmatiser, de mettre dans des cases, les personnes, un peu comme dans certains pays, je pense qu'on devrait essayer de voilà, d'être vraiment dans cette de rentrer vraiment, voilà, dans et d'appliquer entre guillemets la devise nationale qui est liberté, égalité, fraternité, tu vois? Et là, c'est l'opposé. Ouais, on devrait mettre de côté nos différences et C'est pour ça. s'allier tous ensemble. Mmh. Merci d'être venu. Merci à toi aussi, merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli. C'était un réel plaisir et merci aussi aux téléspectateurs qui ont regardé. J'étais très ravie d'être là. Bah, merci à vous, du coup, les Merci. spectateurs. Merci. Merci à tous ceux qui étaient sur le live aujourd'hui, ça nous a fait très plaisir de discuter aussi avec vous, surtout pour soutenir nos invités, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous voulez venir sur ce fauteuil, n'hésitez pas, comme je le redis, on a notre formulaire en lien sur YouTube. On a aussi enfin, vous pouvez nous contacter aussi directement. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires, des pouces bleus si vous en avez envie. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bah, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.